Alors, puis maintenant, je crois, après avoir vu quelques petits échelons de vos travaux que vous faites, c'est le temps pour présenter peut-être vos assistants. Alors, j'ai voulu prendre avec moi des fidèles collaborateurs. Donc, vous avez Laurent Bichon, qui a été formé à l'époque par Christophe Michalak au Plaza Athénée, et aussi avec Jérôme Chaussès au Crillon, qui nous a rejoint depuis maintenant plus de 3 ans, hein, et qui est vraiment parfait dans son travail au quotidien. Okay. Voilà. Et puis... Voilà. Et puis, vous savez que je suis très attaché à la formation, donc j'ai fait venir aussi mon fils qui veut faire le métier pour qu'il se rende compte un petit peu toute la complexité donc, de ce métier. Alors, la tradition des Bajars va continuer. Voilà, tout à fait. Mon père était déjà dans ce métier et maintenant, c'est mon fils qui va continuer. Voilà. Also, wunderbar. Meine sehr verehrten Damen und Herren, viel Vergnügen mit den Süßigkeiten aus dem Leben eines Olivier Bajar. 2 Generationen hier jetzt auf der Bühne, die hier etwas zu dem Thema, nicht nur etwas, sondern sehr viel zu dem Thema sagen. Ganz wichtig, ich habe mit ihm vorher abgemacht, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, in irgendeiner Art und Weise, ihr dürft dazwischen rufen, ich komme mit dem Mikro zu euch und dann dürft ihr das natürlich auch fragen. Keine Frage, hä? Alors, on y va. C'est parti. Bitte. Donc avant de commencer, je vais vous expliquer un petit peu comment moi je travaille la vanille, parce que c'est un dessert qui tourne autour de la vanille et du chocolat. Donc c'est 2 ingrédients qui me sont chers. Donc la vanille, généralement moi je la sélectionne de Tahiti, elle vient de Bora Bora, et je la prends très charnue et je l'utilise entièrement. Alors, je ne sais pas si on vous a donné des recettes, non ? On vous a rien donné, vous savez que les pâtissiers marchent bien avec des recettes. Hein. Donc, la vanille, je la mixe avec du sorbitol et avec du dextrose. Temps pour temps, c'est-à-dire autant de vanille que de sucre, on va dire, pour la réduire en pâte. En fait, dans la vanille, on ne fait pas que couper en 2 et de gratter comme beaucoup font. On mixe tout, parce que la peau est aussi importante dans le goût que dans les graines. Donc, pour une pâte de vanille, en fait, eh bien, on va mettre 20 g de sorbitol, 80 g de dextrose et ensuite 100 g de gousse de vanille. Alors, si vous avez des questions, hein, c'est ce que j'avais dit à la présentation, n'hésitez pas parce que je suis là pour répondre à toutes vos questions. Une fois qu'on a fait cette pâte de vanille, en fait, on va la mélanger pour faire un sablé à la vanille. Donc, dedans, on a du beurre pommade. Alors, pour 250 g, on va mettre 110 g de beurre, 5 g de pâte de vanille, 40 g de sucre glace, 1 g de sel. Donc généralement dans tous mes sablés ou dans tous mes biscuits, je sale autour de 3 g au kilo, entre 3 et 5 g maximum au kilo. Hein. Les saveurs, l'équilibre des saveurs est toujours très important dans un dessert. On doit avoir toujours cette notion de salé avec du sucré, l'acide et l'amer. Donc, ensuite, on va incorporer la farine, 100 g. Donc, Laurent a fait déjà le mélange. On va étaler finement cette pâte sablée qui se travaille en direct. Hein. Alors, nous, on l'utilise beaucoup pour faire des bases de gâteaux. C'est une pâte qu'il ne faut surtout pas mettre au frigo avant de l'avoir travaillée. C'est-à-dire, dès qu'elle est mélangée, elle est pâteuse comme ça. On l'étale, soit entre des chablons, soit carrément en plaques. Et après, comme toutes les pâtes sablées, on doit les cuire très doucement. Le défaut qu'ont beaucoup de professionnels, c'est que les pâtes sucrées ou les pâtes sablées sont cuites à 160, 180 degrés, alors qu'une pâte sablée doit être cuite au moins 20 à 25 minutes pendant 25 minutes à 143 degrés, 145 degrés maximum. Très doucement. Il faut qu'à l'intérieur, on ait la même couleur qu'à l'extérieur. Plus vous cuisez, plus vous rendez vos pâtes digestes, plus vous intensifiez ce goût de beurre avec le sucre et la farine. Alors, est-ce qu'il y en a qui savent la différence entre une pâte sucrée faite avec du sucre glace ou avec du sucre cristal, par exemple, ou du sucre semoule? Non. Probablement non. Bon, alors, si je mets du sucre glace, alors toutes les recettes de pâtes sucrées sont bonnes, mais si je mets du sucre glace, c'est tout simplement, on aura une texture beaucoup plus dense,
plus vous allez densifier vos pâtes, plus vous allez intensifier le goût du beurre. Bien sûr, on aura moins de granulométrie. Avec un sucre cristal, généralement, c'est beaucoup plus crunchy, beaucoup plus croustillant. Mais ça reprendra beaucoup moins l'humidité lorsqu'on va travailler pour une tartelette ou un dessert à l'assiette comme là. Voilà. Donc, ensuite, nous allons faire les amandes effilées qui vont être caramélisées. Alors, on a fait un sirop avec de l'eau, un sirop de glucose, du sucre. Une fois qu'il a bouilli, on a incorporé donc de l'eau de fleur d'oranger avec la pâte de vanille. Et là, Laurent est en train de bien mélanger, bien malaxer les amandes effilées pour pouvoir les caraméliser après au four pendant à peu près 20 minutes, pareil, à 140-145 degrés maximum. Alors, moi j'aime bien mettre un petit peu d'amandes parfumées la fleur d'oranger dans ce dessert. Ça rapporte un petit peu de croustillant et ça va intensifier le goût du chocolat et de la vanille. Voilà, là on va mettre le four en route. Là pareil. Ah, ici. Je peux le mettre là. Parce que là il n'était pas en route. Alors bien sûr dans tous les desserts, que ce soit un dessert à l'assiette ou un dessert de boutique, il est très important de jouer avec les textures aussi. Hein. C'est pour ça qu'on aura du sablé, on aura du liquide, on aura du mousseux. Donc c'est important pour moi. Bon alors maintenant on va passer à la pâte à choux. Donc la pâte à choux, tout le monde sait la faire. Mais c'est certainement la recette, le produit de pâtisserie le plus compliqué à réaliser, de façon régulière et de façon précise. Donc tous les paramètres sont très importants. Déjà, bien sûr, le choix des matières premières. Là, on travaille toujours, nous, avec du beurre des Charentes, du lait entier non pas UHT, et on va faire bouillir ensemble le beurre avec l'eau, le lait, le sel. Il faut que ça arrive à ébullition quand le beurre est fondu. On ne fait pas trop de bouillon. Okay. Ensuite, on va mettre ça dans le bol et on va incorporer de la farine préalablement passée au four à 100 degrés pendant un quart d'heure. Donc, si je vous fais voir cette technique, c'est tout simplement pour éviter le dessèchement. Quand vous faites des grosses quantités, de plus en plus on travaille avec des filles, nous aussi. Hein. Donc, pour éviter qu'elle force trop, eh bien, on met la farine au four, ça va la dessécher et ça fait le travail du dessèchement directement sur le gaz ou sur l'induction. On mélange la farine avec le liquide. À partir de là, il ne faut pas trop travailler la pâte. Il faut juste la faire mélanger et incorporer des œufs qui sont toujours préalablement mixés, donc très liquides et tièdes. Alors pour ceux qui ne savent pas encore à quelle température utiliser les œufs, dès qu'il y a du beurre, c'est forcément tiède. Dès qu'il n'y a pas de beurre, on peut l'utiliser sorti du frigo, il n'y a aucun souci. Si vous voulez avoir une pâte à choux qui développe, ou un cake, ou alors un biscuit au beurre qui développe bien au four, il faut toujours incorporer un liquide tiède. Donc quand je dis tiède, c'est entre 35 et 45 degrés, selon la quantité et la masse que vous allez préparer. Si c'est trop froid, ben vous savez ce qui va se passer, le beurre va figer et vous allez nuire au développement de votre pâte à choux ou de votre biscuit au four. Donc, une pâte à choux, c'est comme une émulsion. Donc, on va incorporer les œufs progressivement sans s'arrêter, comme une mayonnaise, jusqu'à temps que ça soit absorbé. Si vous avez trop desséché votre pâte à choux, ou alors si votre farine a tendance à trop absorber le liquide, ne rajoutez jamais d'œufs. Pourquoi? Parce que la pâte à choux, c'est avant tout un juste équilibre de protéines. Trop de protéines, vous allez avoir donc une pâte à choux qui va exploser au four. Pour moi, une belle pâte à choux, c'est une pâte à choux qui est gonflée, qui est lisse. Alors, c'est un peu l'inverse du macaron, c'est-à-dire qu'on ne va surtout pas la faire croûter. Et on a tous des fours ventilés généralement à la maison. Donc, quand il y a de la ventilation, ça a tendance à sécher dessus la pâte à choux. Et donc à croûter.
Et une fois que ça a croûté, eh bien l'humidité cherchant à se sortir, en fait, va faire exploser cette croûte. Après, on va avoir une pâte à choux complètement explosée. Donc, pour éviter cela, eh bien, il ne faut pas mettre trop de protéines. La protéine, n'oubliez pas que c'est comme un élastique, ça a tendance à sécher la pâte à choux. Donc, on va rajouter du lait. En fait, le lait est un apport d'eau, hein. Il y a un petit peu de matière grasse, mais ça va finaliser le goût déjà, parce qu'une bonne pâte à choux, c'est un bon goût de beurre et de lait, et ça va rajouter de l'humidité. Il y a beaucoup de paramètres aussi qui sont très importants. Si vous voulez faire un chou qui soit toujours bien lisse, il va falloir faire attention aussi au pochage. Au-delà de la pâte à choux, une fois qu'elle est finie, le pochage est très important. Donc là, Laurent est en train d'ajuster la texture de la pâte à choux. Donc il va vous faire voir un petit peu ce que moi j'attends d'une pâte à choux, c'est-à-dire le ruban, c'est-à-dire quelque chose de souple. N'oubliez pas que plus les choux sont petits, plus il faut amener du liquide. Si vous faites un Paris-Brest, ben, il va falloir avoir une pâte à choux un peu plus ferme. Donc tu vas leur faire voir un petit peu la texture. Autre chose qui est très importante, au départ, on fait toujours boire la farine. Une fois qu'elle a suffisamment bu, qu'elle est rassasiée par rapport à ce que vous voulez obtenir, il faut finir de bien l'émulsionner en donnant plus de vitesse. D'accord ? Donc là, on va faire des choux sur 3 cm et demi de diamètre à peu près. Donc un gros chou pour la profiterole. Alors pour avoir toujours une régularité dans la pâte à choux aussi, bon, j'ai mis beaucoup d'années à maîtriser, que ce soit dans n'importe quel four, dans n'importe quelle condition et puis surtout n'importe quelle quantité. Eh bien, je vais l'aider à ne pas croûter dans les fours ventilés comme ça. Alors là, on va mettre des noisettes concassées, mais par-dessus, on va faire un mélange de beurre de cacao avec du dextrose. Donc, les proportions, vous avez 100 grammes à peu près de beurre de cacao et vous avez 140 grammes de dextrose. Le beurre de cacao a un point de fusion beaucoup plus élevé que le beurre. Donc ça va permettre de préserver du croûtage. Le dextrose ne font pas pareil que le glucose et est moins sucré que le sucre glace par exemple. Donc il ne va pas colorer pareil. Le fait de mélanger les deux, vous allez accentuer donc, et éviter le croûtage de votre pâte à choux, si bien que vous pouvez cuire des échelles complètes de pâte à choux, elle sera toujours lisse. Voilà, donc là, Laurent a fini de mettre les noisettes. Maintenant, il est en train de saupoudrer de beurre de cacao avec le dextrose. Donc aussi, quand vous êtes en production, bah, ça va beaucoup plus vite que de passer de la dorure, un coup de fourchette. Ou alors, avant aussi, j'essayais de le faire au pistolet. Mais le pistolet, on en met de partout. Hein, donc, voilà. Et on va laisser cuire. Alors, encore une fois, le paradoxe, c'est qu'on ne va pas cuire à 180 degrés ou à 200 degrés, comme beaucoup font. On va cuire à 145 degrés maximum. Tu leur fais voir la pâte à choux une fois que c'est cuit, ce que ça ressemble. Donc, il a préparé des choux à l'avance pour vous faire voir la couleur que ça a à la fin. Donc, jamais d'œuf dessus la pâte à choux avant de cuire aussi. J'ai tout juste une question posée par ce monsieur-là à droite en ce qui concerne l'école. Alors, c'est ouvert pour tout le monde? C'est ouvert que pour les pâtissiers, pour les cuisiniers aussi? Tout à fait. On reçoit les chefs pâtissiers des grands restaurants en France qui viennent régulièrement se former et on reçoit aussi des amateurs, des gens qui veulent vraiment faire le métier de pâtissier. En fait, c'est ouvert à tout le monde parce que j'ai appris pendant, vous savez, il y a 15 ans en arrière, je faisais beaucoup de formations aux États-Unis. Et tous les clients que j'avais, en fait, c'était des gens qui voulaient se recycler dans leur métier.
ils en avaient ras-le-bol, ils voulaient faire pâtissier. Ok. Donc je devais être capable d'enseigner des choses très techniques à des gens qui n'y connaissaient absolument rien. Et j'ai compris une chose, c'est que quelqu'un qui est très motivé apprend très vite. Vous le savez très bien comme moi qu'il y a des chefs qui ne sont pas issus du sérail de la cuisine, mais c'est des passionnés et ces gens-là, il faut les aider, il faut leur communiquer un maximum de choses parce que des fois, ils amènent une intelligence et une fantaisie que nous, en commençant à 15 ans, on ne sait pas forcément. Donc, moi, j'ai souffert de ne pas avoir beaucoup d'explications quand j'ai appris le métier. À un tel point que maintenant, moi, je donne des cours. Il a fallu qu'on m'explique que le métier, ça se sent, ça se comprend, ça ne s'explique pas. Donc, j'ai fait beaucoup de travail, de recherche, sur tout ce que j'ai fait. Je peux expliquer tout ce que je fais, en fait, et je dois le communiquer parce que l'avenir, c'est les jeunes. Hein. Et les cours, ça dure combien de temps? Alors, ça va de 3 jours à 17 semaines. Ok. Plus on prend de cours, moins c'est cher et plus on s'enrichit. Je ne suis pas le seul à donner des cours. Hein. J'invite tous les grands chefs du monde entier à venir chez moi dans leur spécialisation. Donc des fois c'est plus chocolat, plus glace, plus dessert à l'assiette. Et les gens, en fait, ils choisissent les cours qu'ils veulent. Et c'est qu'en français ou bien c'est en anglais, en allemand C'est en français essentiellement parce que la pâtisserie, c'est la langue de la... Enfin, le français, c'est la langue de la pâtisserie. Alors on s'excuse. Moi, pendant 2 mois, je donne les cours en anglais et puis en français pour ceux qui ne comprennent pas trop le français. Mais j'invite, puis c'est la moindre des corrections, je veux dire, quand vous allez dans un pays, il faut apprendre la langue. On veut apprendre la gastronomie française, et ben on apprend le français. On veut apprendre le suisse, et ben on apprend le suisse. Voilà, donc ça c'est la base fondamentale. Hein. Et la pâtisserie, c'est avant tout français. Ok, alors on y va, on continue. On continue. Donc maintenant, nous allons faire la gelée de vanille. Donc ça c'est un truc un peu particulier que j'avais réussi à mettre au point. Donc on est parti sur la pâte de vanille que je vous ai donnée. On va incorporer de l'eau. Ensuite, on va faire un mélange de sucre et d'alginate. Donc on est avec 13 g de sucre, 1,5 g d'alginate. Donc l'alginate, je répète, c'est une algue qui est mieux adaptée à la vanille, qui a une petite acidité. Les caragénates sont moins bien adaptés. Donc ce que je veux, c'est un espèce de coulis qui se tienne à peine, mais qui se tienne quand même, pour intensifier le goût de la vanille quand on va manger ma profiterole. Donc, on donne un bouillon. Quand ça bouillit, on réserve au frais jusqu'au lendemain, normalement, pour que ça commence à figer. Après, on va s'en servir une fois que ça sera, une fois que ça sera fort, on va le mettre en poche et on peut s'en servir en mise en place. Alors, derrière, on va faire la crème glacée vanille. Donc, c'est une recette de pâtissier. Vous allez voir, c'est un peu compliqué. Hein. On est avec du lait. Alors, une recette sur 500 g. Hein. On a 275 g de lait. On a 13 g de pâte de vanille. On a 100 g de crème. 25 g de sucre inverti. Donc, c'est ce qui va nous amener de la souplesse. On a 19 g de poudre de lait. La poudre de lait à 0%, c'est ce qui va nous amener de la charpente, de la tenue à la glace vanille. On a 10 g de glucose atomisé. C'est ce qui va nous permettre d'avoir un meilleur foisonnement pour la glace. On va mettre 25 g de dextrose. Alors vous savez ce que c'est que du dextrose par rapport à du glucose, non? Alors en fait c'est la même chose. Le glucose ou le dextrose, c'est une hydrolyse à partir d'un amidon. Hein, quand vous mangez du pain ou des pâtes ou un féculent, vous créez une hydrolyse due à la combination entre la chaleur de votre corps, l'acidité de votre salive et l'humidité de la salive. On transforme tous les amidons donc en glucose par hydrolyse, de la même façon que les abeilles transforment par hydrolyse le pollen en miel. Donc on le fait d'une façon industrielle, chimiquement, avec des acides, mais on peut obtenir ça d'une façon naturelle, par exemple du sucre, de l'eau, on fait bouillir. Pour faire du caramel, vous savez qu'on peut rajouter un peu de jus de citron.
pour éviter la cristallisation. À partir de là, vous créez une hydrolyse, vous l'inversez votre sucre caramel. Et plus vous mettez d'acide, plus il est averti. Donc c'est ce qu'on fait avec du dextrose. Le glucose, c'est un dextrose qui n'a pas été séparé entièrement. Le dextrose, c'est du glucose pur. C'est hydrolysé à l'extrême. Voilà. Alors c'est quoi la différence? Le glucose permet d'avoir un meilleur foisonnement. Et puis le dextrose permet d'avoir beaucoup de souplesse dans les glaces. Vous savez, les Italiens qui font de la gelate, eux, ils mettent beaucoup de dextrose pour avoir beaucoup de souplesse dans les glaces. Voilà. Alors c'est un sucre qui est transformé, mais qui est quand même à l'état naturel. Hein. L'avantage du dextrose par rapport à du sucre, c'est qu'il est moins sucré que le saccharose, à savoir le sucre. Voilà. C'est pas trop compliqué. Ensuite... Ça va. Ça va? Ouais, alors là, c'est un peu de la technologie, hein, la pâtisserie. Hein. C'est pour ça que vous, les cuisiniers, vous n'aimez pas trop la pâtisserie, d'ailleurs, il me semble. Hein. Le stabilisateur à glace. Donc, on va mettre un peu de stabilisateur dedans. C'est quoi? C'est naturel. Hein. Il y a du caroube et des carragénates. Alors, le caroube, vous savez ce que c'est? C'est un haricot qui vient des bassins méditerranéens, hein, qu'on trouve. Hein, c'est une graine noire. Les carragénates, c'est une algue. Et on va quand même mettre un peu de jaune d'œuf. Alors, à quoi ça sert le jaune d'œuf? Alors, on va mettre 15 grammes. Le jaune d'œuf va servir à développer l'onctuosité et le foisonnement de votre glace. Alors, on peut le faire au pagajet. Nous, on dit que c'est plus de la glace. Vous, oui. Ou alors, on le fait en turbine à glace. Ce genre de recette, vous pouvez la conserver pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Elle ne bougera pas. Voilà, donc là, tu es au mousse au chocolat. Alors le mousse au chocolat, ça paraît simple, mais c'est un peu plus compliqué. Donc, Laurent a fait bouillir du lait. Il le verse directement dans les jaunes. Je ne sais pas si on peut faire un gros plan ou tu peux le faire voir à la caméra. On ne cuit surtout pas le jaune. D'autant plus que de plus en plus, certains travaillent avec des ovoproduits, donc ça ne sert à rien de les cuire. Et je ne veux surtout pas transformer les jaunes d'œufs. Ensuite, on va incorporer un chocolat chaud. Bon, là, j'ai choisi du chocolat que vous connaissez, du chocolat suisse qui vient de chez Felschlin. Vous connaissez? Donc là, c'est du Bolivia. Il a un arôme qui me convient parfaitement bien, et surtout avec la vanille. Il a une légère acidité, donc ça, c'est parfait. Il va mixer, donc là il va créer une émulsion. L'émulsion va permettre de quoi? L'émulsion va permettre d'avoir de la longueur en bouche. Ce qu'on appelle nous longueur en bouche dans un chocolat, il y a deux choses pour l'obtenir. Généralement si on met du beurre ou un corps gras autre que du beurre de cacao, c'est déjà pour avoir une amorce du goût du chocolat rapidement. Hein, on ne met pas du beurre pour que ce soit plus souple comme j'entends dire, ou alors pour avoir un goût de beurre, non. On en met un petit peu dans une ganache ou dans une sauce chocolat, déjà pour avoir tout de suite une intensité de goût de chocolat en bouche. Parce que le beurre fond immédiatement en bouche, pas le beurre de cacao. Ensuite, la longueur en bouche, c'est le fait de faire coller la sauce ou la mousse au chocolat au palais. Et pour qu'elle soit bien collée, eh bien, il faut faire une belle émulsion. Ensuite, quand on fait une ganache, pour moi, c'est toujours pareil, c'est ma façon de voir les choses, il faut toujours faire fondre le chocolat le plus chaud possible. Pourquoi? C'est facile à comprendre. On vous explique que souvent, il faut faire bouillir la crème et verser sur du chocolat haché. Pour moi, c'est une hérésie. Le chocolat haché ne développe aucun parfum. Le chocolat chaud libère tous ses arômes. Et c'est l'inverse que je fais. Souvent, j'incorpore de la crème ou du lait froid directement dans le chocolat pour enfermer tous les arômes du cacao. Donc je procède un petit peu à l'envers de ce qu'on peut des fois vous expliquer. Là, en l'occurrence, c'est ce qu'on fait. On a fait fondre le chocolat, on a incorporé une anglaise qui est tiède, mais elle va être choquée immédiatement avec de la crème fouettée très froide. Et après, on pourra garnir avec. Alors, toutes les mouches chocolat que je fais sont calculées par rapport à la quantité de matière grasse, par rapport à la quantité de masse de cacao et par rapport à la quantité de sucre que je mets dedans.
on peut jouer avec les sucres, on peut jouer avec les matières grasses et tout. Le sucre, dans toutes mes fabrications, je ne dépasse pas les 10%. Priorité à la matière première. Donc, je tiens compte, bien sûr, du sucre qui est contenu dans le chocolat. Hein. Donc, 10%. La matière grasse, selon la souplesse que vous voulez, on peut jouer avec. Donc, généralement, dans tous mes gâteaux que je fais, je suis toujours autour de 25% de matière grasse. Je ne dépasse pas ce pourcentage-là. En tenant compte des points de fusion de la crème et du beurre de cacao contenu dans le chocolat. La quantité de masse de cacao, à savoir le goût du chocolat, parce que vous savez que dans le chocolat, on a du sucre, on a du beurre de cacao et de la masse de cacao. La masse de cacao que moi je veux dans un produit fini doit être située entre 10 et 12%. On peut aller plus loin. 15% c'est pour une ganache. 12% c'est pour un concours généralement. Hein. Donc on booste en goût de cacao. En dessous, eh bien, on n'a pas de goût de chocolat pour moi. Voilà, c'est pas compliqué. Donc, c'est ce que j'explique un petit peu aux maisons de chocolat qu'on a en Suisse ou en France. Faites-nous des chocolats qui sont pauvres en sucre et pauvres en matière grasse, mais donnez-nous de la masse de cacao, de l'arôme. Sélectionnez vos fèves pour avoir un meilleur arôme. Plus on aura de l'arôme, plus on va booster nos garnitures donc dans nos gâteaux. Voilà. Donc là, on mixe. La crème fouettée, la crème fouettée, hein? Ah, t'es déjà à la sauce au chocolat? Oula, il va plus vite que moi. Donc, il a fini sa mousse chocolat, vous avez vu, il a mélangé avec la crème fouettée. Hein? Vous l'avez vu, non? Bon, pas moi. La sauce chocolat. Donc, il faut qu'elle soit chaude là. Hein. Donc, on a fait un beurre noisette. Pourquoi le beurre noisette? Eh bien, tout simplement parce que ça va amener un bon goût de beurre par rapport au chocolat. On a fait fondre toujours le même chocolat que pour le mousse au chocolat. On a incorporé donc le beurre noisette avec le chocolat fondu à 50 degrés à peu près. Ensuite, il a incorporé la crème et le lait froid avec de la fleur de sel. Ça, c'est pour la sauce au chocolat. Donc, les proportions, pour 500 grammes, on a 150 grammes de chocolat, 50 grammes de beurre, 200 grammes de crème, 100 grammes de lait et 2 grammes de fleur de sel. Voilà. Donc, tous les ingrédients sont prêts. On peut faire une mise en place dans la restauration, mais nous, on fait pareil en boutique. Et maintenant, on va procéder au dressage. Donc, on a sélectionné de la vaisselle. Là, vous avez des superbes vaisselles en Suisse. Donc, bon, ça vient d'Autriche, hein, mais ils sont présents ici. Donc, ils ont eu l'amabilité de nous offrir des verres, des verrines. Donc, on va faire plusieurs exemples pour faire le montage de la profiterole. Alors, on va commencer d'abord avec de la gelée de vanille. Donc, il va déposer un fond de gelée de vanille dans la verrine. Bon, ça se garde plusieurs jours au frigo sans aucun problème. Hein. Ensuite, on va mettre une pastille de chocolat pour faire un vide. Souvent, le reproche que je fais aux restaurateurs, c'est que on mange super bien dans leur restaurant, puis quand on arrive au dessert, ils vont nous mettre un machin hyper gros, comme si on avait encore faim. Et en plus, c'est tellement compliqué qu'on ne sait même pas ce qu'on mange. Alors, il ferait bien mieux de faire des choses un peu plus fines et un peu plus goûteuses, et ça serait nettement meilleur. Bon, le message a été entendu. Donc ça, on peut faire la mise en place à l'avance aussi quand on est en restauration hein, pour les verrines. Mettre la gelée, mettre le disque de chocolat, mettre la mousse. Il n'y a que la glace qu'on va mettre au dernier moment, mais ça va très très vite au montage. Hein. Là, il est en train de souder la plaquette de chocolat pour pas qu'elle s'en aille. Maintenant, il va mettre le mousse au chocolat. Alors vous voyez que le mousse au chocolat, il est très souple.
Hein, je ne veux pas quelque chose de bétonné. On doit avoir de l'arôme, mais on ne doit pas avoir une texture trop grasse, donc quelque chose qui, une fois froid, soit bétonné. Hein. On est presque au niveau du flambi, là. Maintenant, on va mettre le sablé qu'on a cuit tout à l'heure. Alors ça, c'est pour amener un petit croquant plus un petit goût de beurre très agréable. On va remettre de la gelée de vanille, toujours pour être dans l'équilibre entre le chocolat et la vanille. Les boules de glace. Voilà. Maintenant, on va mettre une boule de glace. Non, ouvre pas. Bon, les petites boules de glace, on peut les faire à l'avance hein, pour qu'elles soient pour bien équilibrer. Maintenant, on va saupoudrer d'amandes cristal. Donc les quantités aussi, hein, faites très attention à ne pas mettre trop de crème parce que ça peut être écœurant aussi. Hein. On va finir donc avec un petit disque de chocolat Bolivia ajouré. Ajouré pourquoi? Parce que vous savez qu'après il va falloir verser la sauce chocolat. Et puis il faut que le chou soit bien arrosé. Donc pour faire le chocolat, bien sûr, il faut le mettre au point, il faut le cristalliser. Ensuite, avec une douille, eh bien, on fait des petits trous. Maintenant, on va préparer le chou vanille pour le positionner dessus. Donc, on va le garnir avec de la crème glacée vanille. Parce qu'on est un peu gourmand, on va mettre un peu de chantilly. Alors la chantilly vanille, c'est pareil. Hein. Moi, je mets du sucre inverti, je ne mets pas de sucre dans la chantilly vanille. Pour 250 grammes, je mets 15 grammes de sucre inverti, hein, comme de la trémoline, 5 grammes de pâte de vanille et 240 grammes de crème chantilly. On la laisse macérer, infuser tranquillement. On fait une jolie rosace. Ensuite, on va mettre un petit fond de sablé par-dessus une fois de plus pour que ce soit net, propre. Et le petit couvercle par-dessus. Maintenant, on va les positionner sur les assiettes. La sauce chocolat. Attends,
Il est où le saucier? Voilà, puis devant vos clients, il n'y a plus qu'à arroser le chou. Et puis donc à mettre... Et vous allez voir, il va tomber normalement, si c'est assez chaud. Et en fait, quand on va tremper avec la cuillère, ce mélange est pas désagréable. Voilà. Also, meine sehr verehrten Damen und Herren, was ist leichter als eine Profiterole zu machen? Facile? Facile. Je viens de dire qu'il est plus facile de faire une profiterole. Non, mais en fait, c'est vrai que bon, une profiterole, vous savez, je pense qu'on peut revisiter les classiques. Hein. Moi, j'adore les profiteroles parce que puis tous les Français aiment ça. Je pense que les Suisses aussi, de toute façon. Ah, ouais. C'est international. Par contre, arriver à faire tout dans la perfection, dans chaque détail, c'est important de comprendre tout. Voilà. C'est clair. C'est le message que je voulais faire passer, en fait. Fabuleux, alors, incroyable. Et on voit bien sûr le métier, les main-d'œuvre, ce qui est très important. En ce qui concerne les recettes, on a la possibilité de les avoir. Oui, ben, je les avais communiquées. Je suis même étonné que vous ne l'ayez pas. Alors, en tout cas, les garde. Also, wir werden schauen, es gibt mehrere Möglichkeiten, wie Sie zu dem Rezept kommen. Wir werden mit ihm schauen, dass wir diese Rezepte auch tatsächlich dann da haben und wir werden die auf der Internetseite zur Verfügung stellen. Sie können natürlich auch, parce qu'il y a des jolis livres que vous avez fait. Oui, aussi. Sie können natürlich auch oben auf der Empore, gibt es den Verlag, der dieses Buch auch im Angebot hat. Da steht das natürlich auch drin. Und für denjenigen oder diejenige, die jetzt ähnlich begeistert ist wie ich von dieser Profiterole auf eine etwas andere Art und Weise. Die können in Perpignan bei der École Internationale de Pâtisserie sich sowas reinziehen. Etwas, das ich auch schon gemacht habe und es lohnt sich wirklich da mal ein bisschen Zeit zu investieren in sowas, weil Perfektion in der Patisserie, die lernt man bei Perfektionisten und nicht irgendwo in einem, keine Ahnung, kleinen Kürschen irgendwo zwischen Feld und Wiesenmaus. Da muss man schon zu den Chefs gehen. Je viens de dire qu'il faudra vraiment profiter de la chance de vous aller visiter à Perpignan, puisque s'il faut profiter, il faut profiter des grands maîtres. Vous êtes un grand maître. Merci beaucoup. C'est très gentil à vous en tout cas. Merci Olivier Bajard. Merci à la Ein herzlichen Suisse. Applaus an ihn und an sein Team. Merci Dankeschön. Ah, c'était gentil, merci. Merci. Und auch hier gibt es natürlich das Keimesser als kleines Präsent. Et je me réjouis de vous revoir un de ces jours, soit à Perpignan, soit dans une autre localité. Attention, c'est les couteaux suisses. Hein. Donc je vais faire attention. C'est vendu en Suisse. Non, mais en fait, depuis quelques années, je reviens régulièrement. Vous pouvez me voir aussi chez Felschin dans les cours. Et c'est de plus en plus un réel plaisir de partager avec les gens de votre pays. Voilà. Merci beaucoup. Merci pour votre accueil. Ein Kompliment noch an uns hier in der Schweiz. Vielen Dank, Olivier Bajard und seine Crew. Dankeschön. Merci.